Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'information. Merci de nous choisir pour vous informer. Installez-vous confortablement, les titres, les voici. Diplomatie au sommaire de cette édition, les rideaux sont tombés sur la rencontre de médiation tenue à Lomé, la capitale togolaise, dans le cadre de la résolution des conflits du Darfour, en l'occurrence celui entre armée soudanaise et forces paramilitaires. Le point sur les grandes lignes de la rencontre dans un instant. Nouveau dispositif en jeu, le ministère de la Culture a annoncé la mise à disposition des opérateurs touristiques une nouvelle application. Cette dernière devrait permettre l'enregistrement des clients, constituant ainsi une base de données tant pour la police que pour le secteur touristique. Au-delà de nos frontières, précisément au Sénégal, plus d'une quinzaine de personnes ont été retrouvées mortes après le chavirement d'une pirogue au large de la capitale sénégalaise Dakar, selon les autorités locales. Il s'agirait de certains migrants à destination de l'Europe. Puis en Israël, le Parlement a approuvé une mesure visant à limiter la possibilité pour la Cour suprême d'invalider une décision du gouvernement. Controversée et critiquée par les élus de l'opposition, cette mesure est qualifiée d'étape démocratique nécessaire par Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien. C'est tout pour les grandes lignes de ce soir. Restez avec nous, les précisions, c'est dans un instant. Diplomatie, à l'entame de cette édition, une délégation soudanaise vient de quitter Lomé. Elle est composée des protagonistes de la crise soudanaise ayant débuté depuis le 15 avril dernier. Elle était à Lomé le dimanche et le lundi pour trouver une issue à la crise qui n'a que trop duré. Lomé pense que le dénouement de cette crise viendra par un large consensus autour de la constitution du pays. Le point avec Kofi Kligé. La situation dans le Darfour au Soudan a été discutée ce dimanche et ce lundi entre les deux protagonistes sous la supervision du ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Doucet. Les discussions ont tourné autour de la crise humanitaire née de la crise politique. J'apprécie ce que le gouvernement togolais et le président, le ministre des Affaires étrangères font pour rassembler les populations de Darfour pour discuter de cette affaire brûlante entre les Soudanais et nous désirons participer à n'importe quelle réunion au nom de la paix et arrêter la guerre dans le Darfour au Soudan. Au terme de cette concertation, les protagonistes se sont engagés à assurer une sécurité humanitaire pour venir en aide aux populations du Darfour. Cette aide transitera désormais par l'aéroport de Darfour. À Lomé, les parties prenantes à la concertation ont décidé du retour du sultan du Darfour, une haute autorité morale réfugiée au Tchad à cause de la guerre. Nous recherchons la paix. Les Soudanais veulent la paix. Ils souffrent de la guerre dans le Darfour, dans la zone du Nil bleu, au sud du Soudan et dans l'est du Soudan depuis des décennies et maintenant dans la capitale Khartoum. Voici venu le moment de mettre fin à la guerre et de construire un nouvel avenir, la paix, le développement et l'équité au peuple soudanais. C'est ce que nous recherchons et je pense qu'il est temps que la paix revienne au Soudan. Le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Doucet, a indiqué que la crise soudanaise ne peut connaître une issue qu'avec un accord entre tous les Soudanais et l'établissement d'un nouvel État qui reflète la riche diversité du pays. Toujours à Lomé, il se tient une rencontre régionale sur la mise en place des comptes nationaux des personnels de santé. Vous vous demandez certainement à quoi cela va-t-il servir. Les éléments de réponse dans ce reportage signé Nadège Arlidja. Système au travers duquel les pays perfectionnent la qualité, la disponibilité et l'utilisation des données à propos de leur personnel de santé. Les comptes nationaux des personnels de santé, CNPS, participent à l'instauration de la couverture santé universelle. Ces mêmes comptes contribuent à l'atteinte des objectifs de développement durable et également à d'autres objectifs sanitaires nationaux et internationaux. L'OMS, pour la bonne marche des affaires de santé, a eu à élaborer une stratégie pouvant permettre aux États de maîtriser l'état réel de la situation des personnels de santé opérant dans le secteur. Dans cette logique, des pays africains sont en plein travail actuellement pour la mise en œuvre et l'institutionnalisation de ces comptes. Ils sont au total 20 dans le Togo. Ces pays se retrouvent à Lomé ce lundi pour une assise de 3 jours. À la sortie, les systèmes de santé respectifs de ces pays devront être à même de maîtriser sur tous les plans les ressources dont ils disposent en matière de santé. Ce sera donc un avantage pour les populations de ces pays
dans le sens d'une bonne gestion des ressources humaines, toujours en matière de santé. Le programme des Nations Unies pour le développement au Togo est une nouvelle fois encore venu au secours des centres de santé publics togolais sous-équipés en imagerie médicale. L'organisation onusienne a équipé une dizaine de ces centres hospitaliers en échographe. Le point avec Bernard Quinvy. Avec moins de 2000 centres de santé, le Togo a du mal à assurer une meilleure couverture sanitaire de sa population. Le secteur souffre de plusieurs maux, dont le manque de matériel adéquat pour un meilleur traitement des malades, en dépit des cris de lamentation des populations et des acteurs de la société civile. Une situation qui pousse certains Togolais à aller se faire soigner dans les centres de santé privés, voire hors du pays. La situation oblige certains partenaires du Togo à appuyer le secteur, ce qui constitue une thématique importante pour le soutien aux populations. Parmi ces partenaires se trouve le PNUD. En effet, le programme des Nations Unies pour le développement du Togo vient d'appuyer 10 hôpitaux publics en échographe. Il s'agit d'un lot de matériel qui devrait renforcer les formations sanitaires en matière de diagnostic et de prise en charge des femmes et aussi contribuer à l'amélioration des résultats de la morbidité et de la mortalité. Le partenariat entre le Togo et le Programme alimentaire mondial a encore de bons jours devant lui. Cette alliance vieille de plusieurs décennies montre des résultats probants selon les deux parties, ce qui encourage sa poursuite et son renforcement. Les précisions sur ce partenariat dans ce reportage de Messan Harold Atto. Vieux de plusieurs décennies, le partenariat entre le Togo et le Programme alimentaire mondial PAM est bien parti pour se poursuivre. En effet, c'est ce que montre la visite à Lomé de la nouvelle directrice exécutive de l'organisme. Le PAM entend poursuivre ce partenariat notamment dans le cadre du renforcement de la résilience du peuple togolais et de l'insertion des jeunes dans le domaine agricole. Pour rappel, la collaboration entre l'organisation et le pays est définie dans le cadre d'un plan couvrant la période de 2022 à 2026. Ce dernier porte sur plusieurs axes. Il vise le renforcement des capacités nationales de réponse en cas de situation d'urgence, la fourniture d'assistance alimentaire ou encore l'appui aux efforts de résilience des communautés vulnérables. Le PAM a par exemple lancé le 20 février dernier une opération d'assistance alimentaire d'urgence en faveur des populations vulnérables des régions des savanes et de la Kara. L'institution accompagne aussi le Togo dans la mise en œuvre de projets de renforcement du système alimentaire pour un accès durable des petits producteurs aux intrants agricoles et dans le projet d'alimentation scolaire intégré basé sur la production locale dans les écoles primaires et publiques au Togo. On en parlait dans les titres, une nouvelle application de collecte d'informations, c'est ce que met le ministère de la Culture et du Tourisme à la disposition des structures d'hébergement de touristes. L'idée reste celui de faciliter l'enregistrement des informations liées à la fréquentation de ces établissements sur l'ensemble du territoire national. Les explications. Procéder autrement et faciliter le processus de collecte d'informations relatives à la fréquentation des établissements d'hébergement au Togo. C'est la raison pour laquelle le ministère de la Culture et du Tourisme met à la disposition des établissements d'hébergement touristique une application web destinée à l'enregistrement des clients, aussi bien pour la fiche des polices que pour celle de tourisme. Ceci vient remplacer les supports papier et s'impose aux opérateurs touristiques opérant sur toute l'étendue du territoire conformément à la loi en vigueur dans le pays et ce jusqu'à nouvel ordre. Les contrevenants à cette obligation s'exposent aux sanctions prévues par les règlements en vigueur et les données enregistrées seront exploitées de façon confidentielle, toujours en accord avec la loi portant organisation de l'activité statistique dans le pays et relative à la protection des données personnelles. Naturellement touristique, le pays présente de multiples atouts qui rendent le secteur dynamique. L'on dénombre au Togo plus de 500 établissements d'hébergement, sans compter les maisons d'hôtes avec une forte concentration dans les régions maritimes et plateaux. D'ici 2025, le secteur devrait contribuer à l'économie nationale à hauteur de 6,2%. Actualité au-delà de nos frontières à présent au Sénégal pour commencer. Au moins 15 migrants ont perdu la vie dans le naufrage d'une pirogue à Dakar. Vraisemblablement, il s'agirait selon les informations communiquées par les autorités locales de certains migrants à destination de l'Europe. Retour sur les événements.
Le drame s'est noué tôt ce lundi matin, aux abords de cette plage de Ouakam à Dakar, près de la mosquée de la Divinité. Rapidement, 2 équipes de plongeurs et 4 ambulances sont dépêchées sur les lieux. Les habitants du quartier suivent médusés les opérations de sauvetage. À 6 h du matin, je suis descendu préparer les enfants pour aller pêcher. D'après ce que j'ai vu, ils ont sorti d'abord 3 corps, puis 5, puis une dizaine de l'eau. Tous les jeunes doivent comprendre que ça n'en vaut pas la peine. Dieu peut leur donner ce qu'ils veulent ici. Quiconque envisage de partir doit reculer. Ça n'en vaut pas la peine. Rester ici et avoir un peu d'argent, c'est mieux que d'y aller et de finir comme ça. Les pompiers n'ont pour l'instant pas livré de précision sur l'embarcation qui a chaviré, les circonstances de l'accident ou le nombre de personnes encore recherchées. Des témoins assurent eux que les victimes avaient embarqué sur une pirogue en bois comme celle-ci. Le même type de bateau que celui de Mamadou Sek, pêcheur à Ouakam depuis 35 ans. C'est très difficile. Voir des corps sans vie et encore plus des jeunes. Donc, ce qui m'a le plus marqué, le dernier corps qu'on a sorti, c'est vraiment un jeune. Quant à son âge, vraiment, moi je le donne 17-18 ans. La route migratoire vers l'archipel espagnol des Canaries connaît un net regain d'activité ces derniers temps. De précédents naufrages, comme celui de Ouakam, ont eu lieu ces 2 dernières semaines au large du Maroc et près de Saint-Louis au Sénégal. La jeunesse sénégalaise se tue en Méditerranée du fait de l'absence d'initiatives stratégiques des dirigeants qui ont échoué. Il faut avoir le courage de le dire. Aujourd'hui, il s'agit tout simplement d'écousser cette jeunesse et de redonner de l'espoir à cette jeunesse qui n'a plus d'espoir. Jeudi dernier, le président Macky Sall a demandé au gouvernement sénégalais d'intensifier les contrôles au niveau des zones et sites potentiels de départ, mais aussi de renforcer les dispositifs de sensibilisation et d'accompagnement auprès des jeunes tentés par l'émigration illégale. Actualité politique en République démocratique du Congo, le dépôt des candidatures pour les prochaines élections législatives de décembre a pris fin le dimanche dernier. 2 formations politiques quant à eux, le Front commun pour le Congo FCC et le camp de l'opposant Martin Fayoulou ne participent pas à cette étape du processus électoral. Les raisons. Leurs photos sont affichées devant l'entrée du secrétariat exécutif provincial de la Gambé, dans le nord de Kinshasa. 360 hommes et femmes de tous bords politiques qui espèrent voir leur dossier validé par la CENI pour les élections législatives. Un chiffre bien inférieur à celui du précédent scrutin en 2018 en raison de l'absence d'une partie de l'opposition. Mais le dépôt des candidatures est désormais fini. L'unique possibilité qu'il y a, c'est maintenant avec la députation provinciale. C'est à cette période-là, peut-être qu'ils pourront se rattraper pour intégrer le processus électoral. Sinon, pour la députation nationale, c'est déjà clôturé. On ne peut plus y revenir. Le candidat de la coalition Lamouka, Martin Fayoulou, soupçonne le parti présidentiel de fraude et conditionne sa participation à un nouvel audit du fichier électoral. Selon lui, sur les 43,9 millions d'électeurs inscrits, plus de 10 millions seraient fictifs. Nous ne boycottons pas les élections. Il n'y a pas de mot boycott dans notre vocabulaire. Nous disons, nous irons aux élections, mais les élections crédibles. Et nous avons donné les contenus à ces mots crédibles, c'est-à-dire transparent, impartial, inclusif et apaisé. Nous disons à tout le monde qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas laisser quelqu'un organiser les élections en RDC sans un fichier crédible. Mais pour le parti présidentiel, l'UDPS, ces accusations sont infondées et vont contre le processus électoral. Dans la province du Kasaï central, le candidat maître Évariste Kalala affirme avoir une confiance totale dans le travail de la CENI. Le processus actuel n'est peut-être pas parfait parce que c'est une œuvre humaine, mais il y a beaucoup d'avancées par rapport au processus de 2018. Nous devons absolument aller aux élections dans le délai constitutionnel. La volonté politique y est, mais nous ne sommes pas maîtres du calendrier. C'est une prérogative de la CENI. Martin Fayoulou et ses partisans ont prévu une marche dans les rues de Kinshasa samedi prochain pour tenter de convaincre les Congolais de faire barrage aux élections.
En Algérie, le bilan des incendies s'alourdit. Il est désormais porté à 34 personnes décédées, dont une dizaine de militaires. Des chiffres communiqués ce lundi par le ministère de l'Intérieur du pays. D'autres précisions sur les faits dans ce qui suit. Du ciel, la traversée mortelle du feu est nettement visible dans cette région de Tadmaït en Kabylie. Un bâtiment entier crame, sous les yeux de quelques habitants du village voisin totalement impuissants. Dans la zone, le vent souffle encore fort, ce qui accélère l'avancée du feu. Les hauteurs de ce village de Sbarbar dans la wilaya de Bouira sont difficiles d'accès. Les pompiers tentent d'humidifier le terrain, mais le vent et la forte chaleur les mettent en difficulté. Ces deux frères ont pu accéder à leur maison, trop tard. Le feu s'est propagé rapidement depuis cette direction, selon les habitants du village. Heureusement, je n'étais pas chez moi. Je ne pensais pas qu'il atteindrait ma maison, car l'incendie se trouvait loin, de l'autre côté, dans la ville en face. Le vent a fait sauter les flammes d'un flanc de vallée à l'autre. Nous avons couru pour essayer de sauver tout ce qui était possible, mais mon cousin m'a appelé pour me dire qu'il n'était pas sûr de s'approcher de l'incendie. Les pompiers avaient évacué les habitants du village vers le centre-ville par sécurité. Quelques adultes sont restés pour tenter d'éteindre les flammes, mais malheureusement, elles ont atteint cet endroit. Cette région à 150 km à l'est d'Alger est réputée pour son massif forestier. Et la canicule, parfois jusqu'à 48 degrés, assèche encore la végétation et rend la tâche des sauveteurs toujours plus complexe. Depuis la nuit de dimanche, le nord et l'est du pays sont touchés et les images échangées sur les réseaux sociaux montrent l'étendue des dégâts. 10 militaires sont morts dans la région de Béjaïa, entourés et piégés par les flammes. Plus de 1500 personnes ont dû être évacuées de leur village, notamment en Kabylie, fortement touchée. Sur les 97 départs de feu répertoriés, 15 n'étaient pas encore maîtrisés ce mardi matin. Parlons conflit russo-ukrainien. Moscou a affirmé ce lundi avoir neutralisé 2 drones ukrainiens, dont l'un s'est écrasé près du ministère de la Défense. Des attaques qui surviennent au lendemain des frappes russes sur la ville ukrainienne d'Odessa, qui a fait 2 morts et une vingtaine de blessés. Très tôt ce matin dans le ciel de Moscou, un drone est filmé par des habitants. Quelques minutes plus tard, des explosions retentissent. Les autorités russes affirment avoir abattu 2 appareils qui se sont ensuite écrasés. Le premier sur ce bâtiment administratif et le second sur cet immeuble près du ministère russe de la Défense. Aucune victime n'est à déclarer. La nuit dernière, il y a eu un très fort grondement juste à côté de notre immeuble résidentiel. Cela ne m'a pas réveillée, mais mon enfant et mon mari, eux, si. C'est un peu dangereux, mais je m'en fiche. C'est arrivé et c'est tout. Il n'y a rien de nouveau. Ce n'est pas la première fois que cela arrive. L'attaque a été revendiquée ce matin par les autorités ukrainiennes. Il y a quelques semaines, Moscou et sa région avaient déjà été visés par des drones. Avec cette opération, Kiev montre une nouvelle fois que ses forces sont capables de frapper la capitale russe, pourtant à plus de 500 km de sa frontière. La Russie, de son côté, a promis des représailles et poursuit sa campagne de frappe à l'encontre des installations portuaires ukrainiennes. Dans la nuit, la ville de Reni a notamment été visée. Elle se trouve à quelques centaines de mètres seulement de la frontière roumaine. L'attaque a été filmée par des citoyens roumains sur le fleuve du Danube qui sépare les 2 pays. Les dégâts sont considérables. Depuis près d'une semaine, les structures d'exportation et de stock des céréales sont systématiquement prises pour cible par la Russie. L'ONU a fermement condamné ces frappes et s'inquiète des conséquences sur la sécurité alimentaire mondiale. Son secrétaire général, Antonio Guterres, a déclaré aujourd'hui que les plus vulnérables en paieront le prix fort. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a qualifié lundi d'étape démocratique nécessaire l'approbation par le Parlement d'une mesure clé du projet de réforme judiciaire controversé par son gouvernement. Ceci malgré le grand mouvement de contestation et l'inquiétude de certains pays alliés étrangers. La désillusion est à la hauteur de leur colère. Lundi à Tel Aviv et jusque tard dans la nuit, la tension est restée vive entre les forces de l'ordre et les manifestants. Un
peu plus tôt dans la journée, la Knesset, le Parlement israélien, a approuvé la clause clé de la réforme judiciaire controversée du gouvernement. Elle vise à limiter la possibilité pour la Cour suprême d'invalider une décision de ce dernier. Voici les résultats du vote. 64 membres de la Knesset sont pour, il n'y a pas d'opposants, il n'y a pas d'abstention. Et pour cause, l'opposition a boycotté le vote. Son leader, Yair Lapid, a même promis de déposer un recours auprès de la Haute Cour de justice. La réponse à l'opposition, Benjamin Netanyahou l'a donnée à la télévision. Aujourd'hui, nous avons franchi une étape démocratique nécessaire. Cette étape visait à rétablir un certain équilibre entre les pouvoirs, ce qui était le cas il y a 50 ans. Nous avons fait voter cette mesure afin que le gouvernement élu puisse mener une politique conforme à la décision de la majorité des citoyens. Pas moins de 1100 réservistes de l'armée de l'air ont déjà menacé de suspendre leur service volontaire. Le chef de la centrale syndicale a quant à lui brandi la menace d'une grève générale. Ainsi se referme donc cette édition, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvez l'intégralité de cette édition sur notre compte YouTube. Et surtout, ne manquez pas la rediffusion de votre programme de divertissement préféré, Café Soleil, à partir de 22h30. Bonne suite de soirée chez vous.